Il s'est marié par obligation et a juré de ne jamais l'aimer. Mais un message sur son téléphone portable a fait bouillir son sang. L'homme froid est devenu l'otage de la jalousie et de sa propre passion. Et le faux mariage a fini par se transformer en l'amour de sa vie. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Paris ne dort jamais. La ville palpite, respire, crie et chuchote en même temps. Entre gratte-ciel de verre et avenues embouteillées, il existe des histoires que personne ne voit. Des histoires de personnes piégées dans des cages dorées, étouffées par des noms de familles lourds, emprisonnées par des attentes nées avant même elles. Ceci est l'une de ces histoires. Une histoire sur un homme qui avait tout, sauf lui-même. Et sur une femme qui n'avait rien, sauf sa propre essence. Philippe Almeida de Bellecour a grandi sous des projecteurs invisibles. Chaque pas était mesuré, chaque mot était calculé, chaque sourire avait un but. Il n'était pas seulement un fils, il était l'héritier. L'avenir d'un empire bâti avec la sueur, les larmes et les sacrifices de 3 générations. Dès l'enfance, il a appris que les sentiments étaient des luxes dangereux, que pleurer était une faiblesse, que aimer était risqué. Son père, Auguste de Bellecour, était un titan des affaires, implacable, brillant, distant. Sa mère, Cécile, une figure éthérée qui traversait les salons comme un fantôme élégant, toujours souriante, jamais présente. Philippe a appris tôt que, dans cette famille, l'affection était enveloppée de chèques et d'opportunités, jamais d'étreinte. Quand il avait 12 ans, Philippe a demandé à son père s'il était heureux. Auguste a cessé de lire le journal, a regardé son fils par-dessus ses lunettes et a dit une seule phrase qui résonnerait à jamais dans l'esprit du garçon. Le bonheur est pour ceux qui peuvent se permettre de n'avoir aucune responsabilité. Vous ne le pouvez pas. Ces mots furent la sentence. À partir de ce jour, Philippe a enterré tout vestige de ses propres rêves. Il a étudié l'administration parce que c'était ce qui était attendu. Il a fait un master en finance parce que c'était la voie. Il a occupé des postes dans l'entreprise parce que c'était le destin. Et quand il se regardait dans le miroir, il voyait un étranger, un homme de 32 ans, impeccablement vêtu, incroyablement prospère et complètement vide. Puis vint le jour qui changea tout. Un mardi matin, froid et gris. Philippe était en réunion avec des investisseurs internationaux lorsque le téléphone sonna. C'était la secrétaire particulière de son père, la voix tremblante. « Monsieur Philippe, vous devez venir tout de suite. Votre père a eu un malaise, il est à l'hôpital. » Les mots semblaient lointains, comme s'ils venaient d'une autre dimension. Philippe a raccroché, s'est excusé auprès des dirigeants étrangers et est sorti de la pièce avec la même expression contrôlée que d'habitude. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la panique. La panique de celui qui a toujours su que ce jour viendrait, mais ne s'était jamais vraiment préparé. À l'hôpital, il a trouvé sa mère assise dans la salle d'attente, les mains tremblantes tenant un sac de marque. Elle ne pleurait pas. Elle regardait juste dans le vide. Les médecins ont été directs. Auguste de Bellecour avait subi un accident vasculaire cérébral sévère. Il était stable, mais les dommages étaient étendus. Il aurait besoin de mois, peut-être d'années, de récupération. Il ne pourrait plus diriger l'entreprise. Peut-être ne serait-il plus jamais le même. Philippe a tout écouté en silence. Il a remercié les médecins. Il a réconforté sa mère avec des mots mécaniques. Et quand il s'est finalement retrouvé seul dans le couloir glacial de l'hôpital, il a appuyé son front contre le mur froid et a respiré profondément. Maintenant, c'était lui. Le poids de l'Empire reposait entièrement sur ses épaules. Les jours suivants, Philippe a pris la présidence de Bellecour Holdings. La transition fut rapide, presque brutale. Les actionnaires avaient besoin de sécurité. Les employés avaient besoin de leadership. Les partenaires avaient besoin de garanties. Et Philippe a livré tout cela avec l'efficacité d'une machine. Il a travaillé 18 heures par jour. Il a réorganisé les départements. Il a renégocié les contrats. Il a stabilisé la crise. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Chaque décision était un poids. Chaque réunion était un test. Chaque nuit était une insomnie. Il n'avait pas le choix.
Soit il devenait ce que tout le monde attendait, soit tout s'écroulait. C'est dans ce contexte que ses grands-parents, paternels, Madame Hélène et Monsieur Antoine, sont apparus. C'étaient des figures imposantes, des reliques d'une époque où les accords étaient scellés par des poignées de main et les promesses valaient plus que les contrats. Madame Hélène était une femme de 83 ans, élégante, perspicace et implacable. Monsieur Antoine, à 86 ans, avait la posture de celui qui avait construit un empire à partir de zéro et ne tolérait aucune faiblesse. Ils ont demandé une réunion privée avec Philippe. Dans le bureau qui appartenait autrefois à Auguste, ils se sont assis devant leur petit-fils et sont allés droit au but. « Philippe, l'entreprise est en danger. Non pas à cause des finances, à cause de l'image. Votre père était le visage de Bellecour. Vous êtes encore jeune, célibataire, considéré comme immature par les investisseurs les plus traditionnels. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin d'une image de responsabilité. » Madame Hélène a fait une pause, ses yeux perçants étudiant son petit-fils. « Nous avons besoin que vous vous mariiez. » Philippe a failli rire. Se marier? Il avait à peine le temps de dormir, encore moins pour des relations. Mais avant qu'il ne puisse protester, Monsieur Antoine a posé un dossier sur la table. Nous nous sommes déjà occupés de tout. Nous connaissons la famille parfaite. Des gens bien avec des valeurs solides. La jeune femme est éduquée, diplômée et travailleuse, et elle est prête à accepter un accord qui profite à tous. Philippe a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des informations détaillées. Et au centre de tout, une photographie. Une femme aux yeux marrons, aux cheveux foncés, à l'expression sereine. Laura Dubois, architecte, 28 ans. Philippe a étudié la photo. Elle était jolie, d'une beauté simple et naturelle. Rien à voir avec les mannequins qui fréquentaient les mêmes cercles que lui. Il y avait quelque chose de sincère sur ce visage. Mais ce qui l'a le plus intrigué, c'était l'histoire. Laura était la fille d'un petit entrepreneur décédé il y a des années, laissant une entreprise familiale en difficulté. Sa mère, Madame Béatrice, avait essayé de maintenir l'activité, mais les dettes étaient trop importantes. La famille était au bord de la faillite. Et Laura, en tant que fille unique, portait le poids de sauver ce qui restait. Les grands-parents ont expliqué la proposition. Philippe épouserait Laura. En échange, la famille de Bellecour rembourserait toutes les dettes des entreprises Dubois et ferait des investissements pour relancer l'entreprise. Ce serait un mariage de convenance, un accord commercial, pas de sentiments, pas de complications, juste une union stratégique qui résoudrait les problèmes des deux côtés. Philippe est resté silencieux de longues minutes. L'idée était absurde, médiévale, mais elle était aussi pratique. Et à ce moment de sa vie, il n'avait pas l'énergie de lutter contre tout en même temps. J'accepte, mais sous condition. Je veux qu'il soit clair pour elle que ce n'est qu'un contrat, pas d'attente romantique, pas d'illusion. Nous vivons sous le même toit, nous respectons les apparences publiques, mais chacun suit sa vie. Madame Hélène a souri, satisfaite. Nous nous doutions que vous diriez cela. Elle est au courant. La jeune femme est intelligente. Elle sait exactement dans quoi elle s'engage. L'accord a été scellé sur le champ. Des papiers ont été signés. Des dates ont été fixées. Et Philippe est sorti de cette réunion avec l'étrange sensation d'avoir vendu son âme. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un quartier modeste de la banlieue et de Paris, à Montreuil, Laura Dubois affrontait sa propre bataille. Le petit cabinet d'expertise comptable que son père avait laissé était asphyxié par les dettes. Sa mère, Madame Béatrice, une femme forte qui avait élevé sa fille seule après être devenue veuve, essayait de garder sa dignité, mais Laura voyait le désespoir dans ses yeux. Chaque facture qui arrivait était un coup. Chaque appel de recouvrement était une humiliation. Laura travaillait comme architecte dans un petit cabinet, mais son salaire couvrait à peine les dépenses de base. Elle était épuisée de lutter, épuisée de voir sa mère dépérir d'inquiétude. C'est Madame Béatrice qui a reçu la visite de Madame Hélène. Les deux femmes se connaissaient depuis longtemps, d'une époque où les familles avaient encore une certaine proximité. Madame Hélène a été gentille, mais directe. Elle a expliqué la situation, elle a expliqué la proposition, et a tout mis sur la table. Votre fille épouse mon petit-fils. En échange,
Toutes les dettes sont remboursées et votre entreprise respire à nouveau. C'est un accord juste. Personne n'y perd. Madame Béatrice a été choquée, mais elle était aussi désespérée. Elle a appelé Laura. Elle a tout expliqué et a attendu. Laura est restée silencieuse. La proposition était surréaliste. Épouser un inconnu, vivre un mensonge. Elle avait toujours rêvé d'un amour véritable, d'un partenaire qui la verrait vraiment, qui l'aimerait pour ce qu'elle était. Mais la réalité était cruelle. Sa mère était malade d'inquiétude. L'entreprise de son père, le seul héritage qui lui restait, était en train de mourir. Et elle, Laura, avait le pouvoir de changer cela. Il suffisait d'accepter. Il suffisait de renoncer à ses propres rêves. Elle a regardé sa mère, a vu les rides d'inquiétude, les cheveux blancs, les mains tremblantes, et a pris sa décision. J'accepte, mais à une condition. Je veux continuer à travailler. Je veux mon indépendance. Je ne serai pas une épouse décorative. Madame Hélène a souri. Mon petit-fils ne veut pas d'une épouse décorative. Il veut la paix. Vous pouvez avoir votre carrière. Vous pouvez avoir votre vie. Respectez juste les apparences. Le reste, vous le réglerez entre vous. Et ainsi, sans jamais s'être rencontrés, Philippe et Laura ont vu leur destin s'entrelacer. La première rencontre a eu lieu 2 semaines avant le mariage. C'était dans l'appartement des grands-parents de Philippe, un espace vaste et raffiné à Saint-Germain-des-Prés. Laura est arrivée accompagnée de sa mère, nerveuse, vêtue d'un ensemble simple mais élégant. Philippe est arrivé directement d'une réunion, toujours en costume, la cravate légèrement desserrée. Quand leurs regards se sont croisés, il y a eu un silence étrange. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était pas de la répulsion. C'était de la reconnaissance, comme si tous deux voyaient dans l'autre la même chose. Quelqu'un de piégé, quelqu'un qui se sacrifiait. Madame Hélène a fait les présentations formelles. Philippe et Laura, c'est un moment important. Vous allez construire un partenariat. Respectez-vous mutuellement et tout ira bien. Philippe a tendu la main. Laura l'a serrée. Sa peau était froide. La sienne, tremblante. Nous devons parler. Seul. Philippe a suggéré, la voix ferme. Laura a accepté. Ils se sont éloignés vers le balcon tandis que les familles restaient dans le salon. Dehors, avec la vue sur la ville illuminée, Philippe a été direct. Je veux que tout soit clair. C'est un accord. Je ne cherche pas l'amour. Je ne cherche pas de compagnie. Vous aurez votre vie, j'aurai la mienne. Nous vivons ensemble juste pour maintenir les apparences. Rien de plus. Laura l'a fixé. Elle s'attendait à de la froideur, mais pas autant. Je comprends. Je ne suis pas là par choix non plus. Je suis là pour ma mère, pour l'héritage de mon père. Alors nous sommes alignés. Philippe a hoché la tête. Excellent. Le mariage sera discret. Ensuite, vous emménagez chez moi. Il y a suffisamment d'espace pour que chacun garde ses distances. Laura a senti un pincement au cœur. C'était si clinique, si froid. Mais c'était ce qu'elle avait accepté. Le mariage a eu lieu lors d'une petite cérémonie, dans une élégante mairie au centre de Paris. Laura portait une robe blanche simple. Philippe, un costume bleu marine. Il n'y a pas eu de fête, pas de célébration. Juste des témoins, des signatures et un silence gênant. Quand l'officier a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Philippe a hésité. Laura aussi. Ils ont échangé un baiser rapide, formel, sans émotion. Et quand ils sont sortis de là, ils étaient déjà mari et femme, sur le papier. Seulement sur le papier. La maison de Philippe était tout ce que Laura imaginait et craignait. Un manoir moderne dans une résidence fermée à Neuilly-sur-Seine, avec des jardins impeccables, une piscine chauffée et une architecture qui ressemblait plus à une galerie d'art. Tout était blanc, noir et gris, tout était minimaliste, tout était froid. Philippe a rapidement montré les pièces. « Voici votre chambre. C'est la mienne. La cuisine est là. J'ai une employée qui vient 3 fois par semaine. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le savoir. » Laura a regardé la chambre qui serait la sienne. Elle était immense, bien décorée, confortable, mais elle ressemblait à un hôtel. Elle ne ressemblait pas à un foyer. Les premiers jours, ils se voyaient à peine. Philippe partait tôt et rentrait tard. Laura explorait la maison, essayait de s'habituer à l'espace, mais se sentait une intruse. Elle mangeait seule, regardait la télévision seule, dormait seule.
Et quand elle croisait Philippe dans les couloirs, ils échangeaient seulement des salutations polies. Bonjour, bonsoir. Besoin de quelque chose? Je vais bien. C'était comme vivre avec un fantôme. Mais Laura n'était pas du genre à s'accommoder. Elle s'était promis de garder son identité. Alors, elle a commencé à chercher des opportunités de travail. Elle a mis à jour son portfolio. Elle a envoyé des CV. Et quand elle a été appelée pour une interview dans un petit atelier d'architecture communautaire, elle a ressenti une pointe d'espoir. L'atelier, appelé Racines urbaines, se trouvait dans une modeste pièce de Montmartre. L'équipe était petite, mais passionnée. Ils travaillaient sur des projets sociaux, la revitalisation d'espaces publics, des logements populaires. C'était tout ce que Laura avait toujours voulu faire. L'interview a eu lieu avec Marcel, un architecte de 40 ans, aux yeux doux et à la barbe grisonnante. Il a feuilleté le portfolio de Laura, impressionné. « Vous avez du talent et de la sensibilité. Il est rare de trouver quelqu'un qui conçoit en pensant aux gens, pas seulement à l'esthétique. » Laura a souri, sincèrement. « C'est ce que j'ai toujours cru. L'architecture doit transformer des vies. » Marcel l'a embauché sur le champ. « Bienvenue dans l'équipe. Ici, on ne gagne pas beaucoup, mais on fait la différence. » Pour Laura, c'était tout. Quand elle a raconté à Philippe qu'elle avait trouvé un emploi, il était dans le bureau privé de la maison, entouré de papiers et de graphiques. Il a levé les yeux, désintéressé. « Tant mieux pour vous. Ne laissez pas cela interférer avec les obligations publiques. Nous avons des événements sociaux auxquels vous devrez assister. » Laura a senti la colère monter. Obligations publiques. C'est ainsi qu'il voyait le mariage. Une série d'obligations. Je serai là, chaque fois que nécessaire. Mais mon travail est important pour moi. Philippe a de nouveau regardé les papiers. Tant que vous comprenez vos priorités. La conversation s'est terminée là. Sèche, froide, distante. À l'atelier Racines urbaines, Laura a trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas chez elle. L'appartenance. Elle travaillait aux côtés de Marcel, de Julie, une jeune urbaniste pleine d'énergie, et de Théo, un dessinateur talentueux. Ils riaient ensemble, discutaient de projets, prendirent le café dans des tasses dépareillées. C'était chaotique, mais c'était réel, et Laura s'y sentait vivante. Pour la première fois depuis des mois, elle souriait vraiment. Un jour, alors qu'ils travaillaient sur un projet de revitalisation d'une place à Saint-Denis, Marcel a engagé la conversation. « Vous semblez différente, Laura. Plus légère. » Elle a souri. « Je crois que c'est parce qu'ici, je me sens moi-même. » Marcel l'a regardée avec curiosité. « Et à la maison, vous ne vous sentez pas ?» La question a pris Laura par surprise. Elle a hésité. « À la maison, je suis Madame de Bellecour. Ici, je suis juste Laura. » Marcel a hoché la tête, compréhensif. « Je comprends. Mais n'oubliez pas que vous serez toujours Laura, indépendamment du nom de famille. » Les mots de Marcel ont résonné. Laura a réalisé qu'elle se perdait, qu'elle se modelait pour s'adapter à un espace qui n'était pas le sien. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement tout abandonner. Il y avait un accord, il y avait des attentes, il y avait une mère qui dormait enfin tranquille, sachant que les dettes étaient remboursées. Alors Laura a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle a équilibré. Pendant la journée, elle était l'architecte passionnée. La nuit, elle était l'épouse silencieuse. Mais Philippe a commencé à remarquer quelque chose. Laura changeait. Elle rentrait à la maison les yeux brillants, parlait au téléphone avec animation de projet, riait, et cela le dérangeait. Ce n'était pas de la jalousie. Ça ne pouvait pas l'être. C'était juste de l'irritation. De l'irritation de voir qu'elle réussissait à être heureuse, pendant qu'il s'enfonçait de plus en plus dans des réunions interminables et des décisions impossibles. Il a essayé d'ignorer. Il a essayé de garder ses distances. Mais il y avait quelque chose en elle qui l'inquiétait. Une nuit, Laura est rentrée tard. Elle était restée à l'atelier pour finaliser une présentation importante. Quand elle est entrée à la maison, Philippe était dans le salon, un verre de whisky à la main, la cravate jetée sur le canapé. « Vous rentrez tard. » Sa voix a sonné plus, dur qu'il ne l'avait voulu. Laura a froncé les sourcils. « Je travaillais. » Philippe a bu une gorgée. Travailler ou s'amuser? Laura a senti la colère monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous semblez très animé ces derniers temps. J'espère que vous n'oubliez pas votre rôle ici.
Laura a fait un pas en avant, les yeux lançant des étincelles. Mon rôle est d'être invisible, d'être décorative. Pardon, Philippe, mais j'ai une vie, et je ne demanderai pas la permission de la vivre. La discussion a dégénéré, des mots durs ont été échangés. Philippe a accusé Laura d'être ingrate. Laura a accusé Philippe d'être contrôleur. Et quand le silence est finalement tombé, tous deux étaient essoufflés, distants, blessés. Philippe a été le premier à s'éloigner. Faites ce que vous voulez. Ne me faites juste pas honte. Laura a senti les larmes brûler, mais ne les a pas laissées couler. Je ne ferai jamais ça. Mais je ne vous laisserai pas m'éteindre non plus. Elle est montée dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Cette nuit-là, elle a pleuré jusqu'à s'endormir. Les jours suivants furent tendus. Philippe et Laura se parlaient à peine. Ils faisaient le strict minimum, mais quelque chose avait changé. Il y avait une fissure dans le mur que tous deux avaient construit, et à travers les fissures commençaient à apparaître des choses qu'aucun des deux n'était préparé à affronter. Des sentiments, des interrogations, la perception inconfortable que, peut-être, cet accord n'était pas aussi simple qu'il l'avait paru au début. Et pendant que Paris continuait de vibrer dehors, indifférente au drame personnel, Philippe et Laura suivaient leur vie parallèle. Deux étrangers sous le même toit, deux âmes emprisonnées dans des cages différentes. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Des plans qui commenceraient à se dérouler de manière qu'aucun d'eux n'imaginait. Car parfois, les accords les plus froids sont ceux qui, sans le vouloir, allument les flammes les plus intenses. Et ce qui a commencé comme un contrat était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Les mois passèrent comme des pages d'un livre que personne ne voulait lire. Philippe s'enfonçait de plus en plus dans le travail, comme si l'entreprise était un refuge où les sentiments n'avaient pas le droit d'entrer. Réunion après réunion, voyage d'affaires, dîner avec des investisseurs. Il devint une version encore plus endurcie de lui-même, et plus il essayait de tout contrôler autour de lui, plus il sentait que quelque chose en lui échappait entre les doigts, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, quelque chose qui le dérangeait profondément. Laura, de son côté, s'épanouissait. À l'atelier Racine Urbaine, elle avait trouvé non seulement un travail, mais un but. Chaque projet était une opportunité de faire la différence. Elle dessinait des places pour des communautés défavorisées, planifiait des rénovations d'écoles publiques, créait des espaces qui redonnaient de la dignité aux gens. Et en cela, elle trouvait un sens. Marcel devint non seulement un chef, mais un ami. Il l'enseignait, la défiait, la faisait voir au-delà de l'évidence. Vous avez un don rare, Laura. Vous concevez avec le cœur. Ne perdez jamais cela. C'est par un après-midi pluvieux de juin que tout commença à changer. Laura était à l'atelier, concentrée sur un projet de revitalisation d'un centre communautaire dans le sud de Paris, quand son portable vibra. C'était un message de Julie, l'urbaniste du bureau. « Laura, regarde ça. La mairie a lancé un appel d'offres pour un énorme projet. Rénovation d'une place historique au centre-ville. C'est notre chance de montrer notre travail. » Laura sentit son cœur s'accélérer. Un appel d'offres public signifiait de la visibilité. Cela signifiait de la reconnaissance. Cela signifiait que leur travail pouvait atteindre un nouveau niveau. L'équipe se réunit immédiatement. Marcel apporta les documents de l'appel d'offres. Le projet était ambitieux. La place de la République, l'un des emblèmes de Paris, avait besoin d'une revitalisation complète. La proposition devait inclure l'accessibilité, la durabilité, la préservation historique et l'intégration avec la communauté. C'était exactement le type de défi que Racines Urbaines aimait. Nous allons participer. Marcel décida, les yeux brillants. Nous allons montrer que de petits ateliers peuvent aussi faire de grandes choses. Laura se plongea dans le projet. Elle passait des heures à dessiner, à rechercher, à affiner chaque détail. Elle voulait que cette proposition soit parfaite. Elle voulait prouver que l'architecture n'était pas seulement pour les riches, mais pour tous. Et quand ils eurent enfin terminé la présentation, toute l'équipe était épuisée mais fière. Marcel regarda Laura avec admiration. « Vous avez été incroyable. Ce projet a votre âme. » Laura sourit, le cœur réchauffé. C'était le travail de tous. Il posa la main sur son épaule, un geste doux. « Mais vous avez été la flamme. N'en doutez jamais. Ce toucher, ce regard, ces mots. Il n'y avait rien de mal.
C'était juste de la reconnaissance, de l'appréciation. Mais pour Laura, qui vivait dans un mariage glacial, cela toucha quelque chose de profond. Elle se sentit vue, valorisée. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la voyait comme plus qu'un nom de famille ou une obligation. Et cela l'effraya et la réconforta à la fois. Cette nuit-là, Laura rentra chez elle plus tard que d'habitude. Elle était animée, pleine d'énergie, parlant au téléphone avec Julie des derniers ajustements. Elle entra par la cuisine, déposa son sac sur le plan de travail et se dirigea directement vers le réfrigérateur pour prendre de l'eau. Elle ne remarqua pas que son portable était resté dans son sac. Elle ne remarqua pas qu'un nouveau message de Marcel était arrivé. Et elle ne remarqua pas que Philippe était là, debout à l'entrée de la cuisine, observant. Philippe était rentré tôt ce jour-là, chose rare. Il était fatigué, frustré par une négociation qui n'avait pas abouti comme prévu. Il voulait juste le silence. Mais quand il vit le sac de Laura sur le plan de travail et entendit le portable vibrer avec insistance, quelque chose en lui céda à la curiosité. Il n'était pas du genre à envahir l'intimité, mais quelque chose l'attira. Il prit le portable. L'écran était déverrouillé. Et là, il y avait le message de Marcel. « Vous avez brillé aujourd'hui, Laura. C'est un honneur de travailler à vos côtés. Chaque jour, vous me surprenez davantage. » Philippe sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'irritation. C'était quelque chose de plus viscéral, plus primitif. Qui était ce Marcel? Pourquoi parlait-il à Laura de cette façon? Pourquoi le permettait-elle? Philippe savait qu'il était irrationnel. Le message était professionnel, respectueux. Mais ces mots, ce ton, cette intimité, il détestait profondément. Et quand Laura apparut dans la cuisine, souriante, distraite, il ne put se contrôler. « Qui est Marcel ?» La voix de Philippe coupa l'air comme une lame. Laura s'arrêta, confuse. « Quoi ?» Philippe brandit le portable. « Qui est ce Marcel qui vous envoie des messages en disant que vous brillez ?» Laura sentit son sang se glacer. « Vous avez fouillé dans mon portable ?» Philippe ignora la question. « Répondez à ce que j'ai demandé. Qui est-il » Laura sentit la colère exploser. « C'est mon chef, et vous n'avez aucun droit d'envahir ma vie privée. » La discussion s'intensifia rapidement. Philippe accusa Laura d'être naïve, de ne pas se rendre compte que cet homme avait clairement des arrière-pensées. Laura rétorqua que Philippe délirait, qu'il voyait des choses là où il n'y avait rien, que Marcel était marié, avait des enfants, était un homme honorable. Mais Philippe n'écoutait pas. Il était aveuglé par quelque chose qu'il réussissait enfin à nommer. La jalousie. Une jalousie irrationnelle, intense, destructrice. Vous êtes ma femme. Vous avez des obligations. Vous avez une image à préserver. Et je ne permettrai pas qu'un quidam détruise tout cela. Laura resta sans voix. Votre femme? Seulement sur le papier, Philippe. Où avez-vous oublié? Vous avez vous-même dit que chacun suivrait sa vie. Et maintenant vous venez ici pour me contrôler? Philippe serra les poings. Je ne vous contrôle pas. Je vous protège. De vous-même. Laura fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes de colère. Je n'ai pas besoin de votre protection, j'ai besoin de respect, et vous venez de perdre le peu que vous aviez encore. Elle lui arracha le portable des mains et sortit de la cuisine, montant rapidement dans sa chambre. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Philippe resta dans le salon, le verre de whisky à la main, l'esprit tourbillonnant. Il savait qu'il avait exagéré. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'envahir son intimité. Mais ce sentiment, cette peur de la perdre, était plus fort que la raison. Et cela l'effrayait. Parce que cela signifiait qu'il s'en souciait. Cela signifiait que ce mariage de convenance devenait quelque chose de plus. Et il ne savait pas comment gérer cela. Les jours suivants, la tension était palpable. Philippe et Laura se regardaient à peine. Mais quelque chose avait changé en lui. Il commença à l'observer de loin. Il remarqua comment elle souriait au téléphone quand elle parlait avec l'équipe de l'atelier. Il remarqua comment ses yeux brillaient quand elle parlait des projets. Il remarqua combien elle était aimée et admirée par ces personnes. Et cela le rongeait de l'intérieur. Parce qu'il réalisa trop tard qu'il ne lui avait jamais donné cela. Il ne l'avait jamais valorisé, il ne l'avait jamais vraiment vu. Et c'est alors que l'idée surgit, sombre, manipulatrice, destructrice.
Philippe découvrit par des contacts à la mairie l'appel d'offres pour la place de la République. Il découvrit que l'atelier Racines Urbaines avait soumis une proposition, et il décida que Bellecour Holdings y participerait également. Non pas parce qu'elle en avait besoin, non pas parce que cela avait un sens stratégique, mais parce qu'il voulait lui enlever cette victoire. Il voulait la sortir de cet environnement. Il voulait l'éloigner de Marcel. Il voulait contrôler la situation de la seule manière qu'il connaissait, avec le pouvoir et l'argent. Philippe mobilisa la meilleure équipe d'architecture d'entreprise que l'argent pouvait acheter. Il donna des ordres clairs. « Je veux la meilleure proposition. Je veux quelque chose que personne ne puisse surpasser. Et peu importe le coût. » Les architectes travaillèrent jour et nuit. Ils créèrent une proposition techniquement impeccable, avec des ressources de pointe, une technologie durable, un design moderne. Elle était objectivement supérieure à tous les égards techniques. Mais il manquait d'âme, il manquait la connexion humaine que le projet de Laura débordait. Quand la nouvelle a fuité dans la presse que la puissante Bellecour Holdings était en compétition dans le même appel d'offres que de petits ateliers, il y a eu de l'agitation. Les journalistes ont commencé à enquêter, et il n'a pas fallu longtemps pour découvrir la connexion. Philippe de Bellecour était en compétition directe avec l'atelier où travaillait sa propre femme. Le récit s'est répandu comme une traînée de poudre. Magnate insécure harcèle son épouse. Homme d'affaires utilise son pouvoir pour saboter la carrière de sa conjointe. Jalousie ou contrôle. Le mariage parfait révèle ses fissures. Laura l'a découvert à la télévision. Elle était à l'atelier quand Julie a allumé la télévision à l'heure du déjeuner. Le reportage était dévastateur. Des images de Philippe. Et Laura lors d'événements publics. Des spéculations sur le mariage. Des critiques féroces du comportement de Philippe. Et au centre de tout, l'humiliation publique de Laura. Elle sentit le monde s'écrouler. Marcel essaya de la réconforter, mais elle était sous le choc. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il été capable de faire une chose pareille? Chez Bellecour Holdings, le chaos était total. Les actionnaires étaient furieux. L'image de l'entreprise était ternie. Et Philippe était au bord de l'effondrement. La réunion avec le conseil fut brutale. « Monsieur a perdu la raison ?» s'emporta l'un des plus anciens administrateurs. « C'est un désastre en termes de relations publiques. Nous sommes massacrés par les médias. Et tout ça à cause d'un projet insignifiant. » Philippe tenta de se défendre, mais les mots ne sortaient pas. Il savait qu'il avait commis une erreur catastrophique. Une erreur motivée par l'orgueil, la jalousie et un besoin maladif de contrôle. Et puis Laura entra. Elle passa la sécurité, monta directement à la salle de réunion et ouvrit la porte sans frapper. Tous les cadres restèrent silencieux. Elle était impeccable, le visage serein, mais les yeux étaient du feu pur. « Je dois parler à mon mari, maintenant. » Les cadres regardèrent Philippe. Il fit un signe de tête, vaincu. Tous sortirent, les laissant seuls. Laura resta debout, les bras croisés. Philippe, assis, semblait plus petit que jamais. Le silence était assourdissant. « Vous m'avez humilié. » Laura commença, la voix contrôlée mais vibrant d'émotion. « Devant tout le monde. Devant mon équipe, mes amis, ma famille. Vous avez utilisé votre pouvoir pour tenter de me détruire. Et pourquoi? Parce que vous avez vu un message innocent, parce que vous ne supportez pas de me voir heureuse. » Philippe leva les yeux, et pour la première fois, Laura vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. « Je ne voulais pas vous détruire, je voulais vous protéger. » Sa voix était rauque. Laura eut un rire amer. « Protéger? Vous vouliez me contrôler, comme vous contrôlez tout dans votre vie. Mais je ne suis pas une entreprise, Philippe. Je ne suis pas un actif que vous pouvez gérer. Je suis une personne, avec des rêves, avec des envies, avec de la dignité. » Philippe se leva, les jambes tremblantes. « Je sais et j'ai tout gâché. Laura, je ne sais pas comment gérer ça. Ce que je ressens. » Laura fronça les sourcils. « Ressentir quoi ?» Philippe passa la main dans ses cheveux, désespéré. « La peur de vous perdre. La peur que vous réalisiez que vous méritez quelqu'un de mieux, quelqu'un qui vous voit, quelqu'un comme ce Marcel. » Laura resta silencieuse, assimilant. « Vous êtes jaloux ?» Philippe hocha la tête, honteux. « Et cela vous donne le droit de ruiner ma vie, d'utiliser votre pouvoir contre moi ?»
Non. Philippe admit, la voix brisée. Non. Et je vais réparer cela, je vais annuler la proposition. Je vais me rétracter publiquement. Je ferai ce qu'il faut. Laura secoua la tête, fatiguée. Ce n'est pas suffisant, Philippe. Vous avez dépassé une limite. Vous avez montré qui vous êtes vraiment, et je ne peux pas vivre ainsi. Philippe sentit la panique s'emparer de lui. Que dites-vous? Laura respira profondément. Je dis que je pars. Je quitte cette maison. Ce mariage de mensonges. Je vais reprendre ma vie. La vraie. Philippe fit un pas en avant. Laura, s'il vous plaît. Elle leva la main, l'empêchant de s'approcher. Non. Vous m'avez traité comme une pièce sur votre échiquier, comme quelque chose que vous pouviez manipuler. Et je mérite. Plus que cela. J'ai toujours mérité. Elle quitta la pièce sans se retourner. Elle laissa Philippe là, brisé, confrontant pour la première fois les véritables conséquences de ses actions. Et en descendant l'ascenseur, Laura sentit les larmes couler enfin. Elle avait cru un bref instant qu'elle pourrait peut-être trouver quelque chose de vrai dans ce mariage de mensonges. Mais elle avait été stupide. Des gens comme Philippe ne changent pas, et elle n'allait pas attendre pour le découvrir. Cette nuit-là, Laura fit ses valises. Elle ne prit que l'essentiel. Vêtements, documents, quelques objets personnels. Elle laissa derrière elle tout le luxe, toute l'ostentation, et déménagea dans un petit appartement qu'une amie de faculté lui avait offert. C'était simple, petit, mais c'était le sien. Et pour la première fois depuis des mois, elle respira soulagée. Philippe, seul dans le manoir vide, errait dans les pièces comme un fantôme. Chaque espace résonnait de son absence. Il essaya de travailler, mais ne parvenait pas à se concentrer. Il essaya de dormir, mais les nuits étaient interminables. Et quand il se regardait dans le miroir, il voyait un homme qu'il ne reconnaissait pas, un homme qui était devenu exactement ce qu'il avait toujours détesté chez son père. Contrôleur, froid, destructeur. Ce fut Monsieur Antoine, le grand-père, qui finit par le confronter. Il apparut au manoir sans prévenir, les yeux sévères. « Vous avez déçu tout le monde, Philippe. Surtout vous-même. » Philippe tenta de se défendre, mais son grand-père ne le laissa pas faire. Cette jeune femme était la meilleure chose qui aurait pu vous arriver. Et vous l'avez traitée comme de la merde. Pourquoi? Par orgueil? Par peur? Philippe n'avait pas de réponse. Monsieur Antoine soupira, la voix s'adoucissant. « Savez-vous pourquoi votre grand-mère et moi avons arrangé ce mariage ?» Philippe secoua la tête. « Parce que son père, Monsieur Dubois, a sauvé notre entreprise il y a 30 ans. Quand nous étions au bord de la faillite, il a investi tout ce qu'il avait pour nous aider. Sans bruit, sans exiger de faveur, juste parce que c'était un homme de bien. Et quand il est décédé, nous nous sommes retrouvés avec une dette morale. Vous marier avec Laura était une façon d'honorer cet homme, de prendre soin de sa famille. Mais c'était aussi une chance pour vous de trouver quelque chose que vous n'avez jamais eu, l'amour véritable. » Philippe resta paralysé. Le père de Laura avait sauvé sa famille, et il ne l'avait jamais su. Monsieur Antoine posa la main sur l'épaule de son petit-fils. « Vous avez 2 choix maintenant, mon garçon. Accepter que vous avez perdu et continuer à être l'homme froid que vous êtes devenu, ou vous battre pour de vrai, non pas avec le pouvoir ou l'argent, mais avec humilité et vérité. » Les mots résonnèrent, et quand son grand-père partit, Philippe s'effondra sur le canapé, le poids de tout l'écrasant enfin. Il avait perdu Laura, mais pire encore, il s'était perdu lui-même. Et tandis que la nuit tombait sur Paris, Philippe prit une décision. Il allait réparer cela, non pas pour la reconquérir, car cela était peut-être impossible, mais parce que c'était la bonne chose à faire, parce qu'elle le méritait, et parce que, pour la première fois de sa vie, il devait faire quelque chose non par devoir, mais par amour. Un amour que seulement maintenant, trop tard, il commençait à comprendre. L'aube arriva avec une clarté douloureuse. Philippe n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit entière dans le bureau de son père, entouré de vieux documents, de photos jaunies, de souvenirs, d'une époque qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Monsieur Antoine avait laissé une boîte avant de partir, des documents qui appartenaient à Auguste, des documents qui racontaient une histoire que Philippe ignorait complètement. Et plus il lisait, plus il avait honte. Il y avait des contrats signés dans les années 90, des reçus de virements bancaires et des lettres.
des lettres écrites à la main entre Auguste de Bellecour et Robert Dubois, le père de Laura. Les mots étaient formels, mais chargés de gratitude. « Robert, sans vous, nous aurions tout perdu. Votre générosité a sauvé non seulement notre entreprise, mais notre famille. Nous n'oublierons jamais. » L'une des plus anciennes lettres était de Madame Hélène, écrite d'une écriture délicate. « Cher Robert, nous n'avons pas de mots pour vous remercier. Vous êtes un homme rare dans ce monde, et nous promettons qu'un jour nous vous rendrons cette gentillesse. » Philippe tenait les lettres de ses mains tremblantes. Robert Dubois avait investi ses économies de toute une vie pour sauver les de Bellecour. Il n'avait pas demandé de participation dans l'entreprise. Il n'avait pas exigé d'intérêts exorbitants. Il avait juste aidé parce qu'il croyait en les gens. Et quand les de Bellecour avaient finalement réussi à se relever, ils avaient remboursé l'argent avec correction, mais Robert n'avait jamais accepté rien de plus que la valeur originale. Il disait qu'il n'avait pas besoin de profit. Il avait juste besoin de voir ses amis prospérer. Et maintenant Philippe comprenait. Le mariage n'était pas seulement un accord commercial. C'était une façon pour ses grands-parents d'honorer cet homme. C'était une tentative de protéger sa fille, de s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien, de rendre la gentillesse qui les avait un jour sauvés. Mais Philippe avait transformé cela en une prison. Il avait traité Laura comme une marchandise. Il avait déshonoré la mémoire d'un homme à qui sa propre famille devait tout. La honte était suffocante. Philippe remit les lettres dans la boîte et prit une décision. Il devait réparer cela, non pas comme il l'avait toujours fait, avec de l'argent et du pouvoir, mais pour de vrai, avec humilité, avec reconnaissance, avec tout ce qu'il n'avait jamais appris à donner. Il prit son téléphone et passa le premier de nombreux appels difficiles. Marcel répondit avec méfiance. « Allô ? Marcel, ici Philippe de Bellecour. » Il y eut une longue pause. « Que voulez-vous » La voix était dure. Philippe respira profondément. « Je veux m'excuser. Auprès de vous, de votre équipe et surtout de Laura. J'ai commis une terrible erreur et je vais la corriger. » Marcel ne s'adoucit pas. « Vous avez humilié ma collègue. Vous avez terni le nom de notre atelier. Et maintenant, vous voulez vous excuser ?» Philippe sentit le poids de l'accusation. « Je sais. Et je sais que les mots ne suffisent pas. C'est pourquoi je retire formellement la proposition de Bellecour Holdings de l'appel d'offres. Et plus que cela, je ferai un don significatif à votre atelier. Anonyme, si vous préférez. Mais je veux que vous ayez les ressources nécessaires pour continuer à faire le travail incroyable que vous faites. » Marcel resta silencieux. Philippe continua. « Je ne fais pas cela pour acheter le pardon. Je le fais parce que c'est juste, parce que vous le méritez, parce que Laura le mérite, et parce que je dois commencer à faire les choses pour les bonnes raisons. » Marcel soupira. « Vous l'avez beaucoup blessé, de Bellecour. Je sais, et je porterai cela pour toujours. Mais au moins, je peux essayer de ne pas causer plus de dégâts. » L'appel se termina sans promesse de réconciliation, mais c'était un début. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie de Philippe. Il tint parole. Il retira publiquement la proposition de l'appel d'offres, reconnaissant que c'était une erreur de jugement motivée par des questions personnelles. Il présenta des excuses formelles par l'intermédiaire de son service de presse et fit un don millionnaire complètement anonyme au fonds d'architecture communautaire qui soutenait de petits ateliers comme Racines urbaines. La presse spécula mais ne parvint jamais à confirmer la source du don. Mais cela ne suffisait pas à Philippe. Il savait qu'il lui fallait plus. Il lui fallait une véritable transformation. C'est alors qu'il chercha Madame Marthe, l'ancienne secrétaire de son père. Elle avait travaillé avec Auguste pendant 40 ans. Elle connaissait la famille mieux que quiconque. Et quand Philippe apparut chez elle, dans sa maison simple d'un quartier tranquille de Vincennes, elle le reçut avec surprise et prudence. « Madame Marthe, j'ai besoin d'aide. » Philippe dit, assis dans le petit salon, une tasse de café à la main. « Vous avez mieux connu mon père que moi. Aidez-moi à comprendre ce qui m'est arrivé. Pourquoi suis-je devenu ça ?» Madame Marthe l'étudia longuement. Puis elle soupira. « Asseyez-vous bien, mon garçon. Je vais vous dire des vérités qui feront peut-être mal à entendre. » Elle commença doucement. « Votre père n'a pas toujours été froid. Quand je l'ai rencontré, c'était un jeune homme rêveur. Il voulait construire des choses, il voulait faire la différence. Mais votre grand-père, que Dieu ait son âme, était un homme dur. Il exigeait trop. Il attendait la perfection.
Et votre père a été modelé par cette pression, jusqu'à ce qu'un jour, il ait simplement cessé de ressentir, a cessé de rêver, et est devenu juste du travail. Madame Marthe fit une pause. Et avec vous, il a fait la même chose. Il vous a élevé pour être fort, mais il a oublié de vous apprendre à être humain. Philippe sentit les mots le couper profondément. Et y a-t-il un moyen de réparer cela? Madame Marthe sourit, triste. Toujours. Mais pas avec de l'argent ou du pouvoir. Il faut que ce soit avec la vérité, avec la volonté de changer, d'être vulnérable, d'admettre que l'on a tort, et surtout de servir. Philippe fronça les sourcils. Servir? Elle hocha la tête. Oui, servir. Faire passer les autres avant soi. Apprendre que la vie ne consiste pas à tout contrôler. Il s'agit d'être présent, de compter vraiment. Ces conversations devinrent fréquentes. Chaque semaine, Philippe rendait visite à Madame Marthe. Elle l'aidait à démêler les souvenirs d'enfance, des moments où il avait été sincère mais réprimandé, des occasions où il avait montré de l'émotion mais puni pour sa faiblesse. Peu à peu, Philippe commença à comprendre que sa froideur n'était pas qui il était. C'était une armure, une protection contre la douleur, mais cette armure l'empêchait aussi de vivre vraiment. Pendant ce temps, Laura reconstruisait sa vie. Le petit appartement de Montmartre était douillet. Elle l'avait décoré de plantes, de tableaux colorés, de coussins moelleux. C'était modeste, mais c'était le sien. Et pour la première fois, elle sentait qu'elle avait un vrai foyer. À l'atelier, le travail restait intense. Avec le retrait de Belcourt Holdings de l'appel d'offres, la proposition de Racines Urbaines prit de l'ampleur. Ils furent convoqués pour présenter le projet personnellement à la commission d'évaluation. Le jour de la présentation fut tendu. Laura, Marcel, Julie et Théo entrèrent dans la salle où les évaluateurs attendaient. Laura était nerveuse mais déterminée. Elle présenta le projet avec passion. Elle parla d'inclusion, d'accessibilité, de la façon dont l'architecture pouvait redonner de la dignité aux gens. Elle montra chaque détail, chaque choix conscient, chaque élément pensé pour la communauté. Et quand elle eut terminé, il y eut un silence. Puis, des applaudissements. Une semaine plus tard, le résultat. Racines Urbaines avait gagné. Le projet serait réalisé. C'était la plus grande réussite professionnelle de la vie de Laura. Quand Marcel lui annonça la nouvelle, elle pleura. Elle pleura de joie, de soulagement, de fierté. Et cette nuit-là, toute l'équipe alla fêter ça dans un bar sans prétention de Montmartre. Ils rirent, trinquèrent, rêvèrent de l'avenir. Et Laura sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais dans un coin du bar, quelqu'un observait. Philippe avait découvert la célébration grâce à des contacts. Il n'avait pas le courage d'apparaître. Il savait qu'il ne serait pas le bienvenu. Mais il avait besoin de la voir. Il avait besoin de s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse. Et quand il vit son sourire, la façon dont ses yeux brillaient, il ressentit à la fois de la joie et de la douleur. De la joie parce qu'elle le méritait. De la douleur parce qu'il ne faisait pas partie de ce moment. Philippe était sur le point de partir quand Marcel le vit. Leurs regards se croisèrent. Marcel dit quelque chose à Laura et se leva, se dirigeant vers Philippe. De Belcourt. Marcel. Philippe répondit, tendu. Marcel croisa les bras. « Pourquoi êtes-vous ici » Philippe hésita. « Je voulais juste voir si elle allait bien. » Marcel l'étudia. « Elle va bien. Sans vous. » Philippe hocha la tête, ravalant son orgueil blessé. « Je sais. Et c'est bien ainsi. Elle mérite d'être heureuse. » Il y eut un moment de silence. Puis Marcel soupira. « Écoutez, je ne vous aime pas. Je pense que vous avez été un idiot. Mais je dois admettre que le don que quelqu'un a fait au fond d'architecture était incroyable. Cela a tout changé pour de petits ateliers comme le nôtre. » Philippe ne confirma ni ne nia. Il répondit simplement. « Celui qui a fait cela pensait probablement que vous le méritiez. » Marcel sourit presque. « Vous savez, elle ne parle pas de vous, mais je sais qu'elle y pense. Je sais que ça fait mal. Et si vous vous en souciez vraiment, donnez-lui du temps. Laissez-la guérir. » Philippe acquiesça. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais Philippe avait un autre plan. Un plan qui avait mûri au cours de ses conversations avec Madame Marthe et de ses nuits blanches à lire sur Robert Dubois. Il voulait créer quelque chose de significatif.
quelque chose qui honorerait l'homme qui avait sauvé sa famille, et quelque chose qui, d'une certaine manière, montrerait à Laura qu'il était en train de changer. Non pas pour la reconquérir, car cela était peut-être impossible, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Philippe chercha de nouveau ses grands-parents. « Je veux créer une fondation, au nom du père de Laura, Robert Dubois, une fondation d'architecture sociale qui aide les professionnels et les projets communautaires, avec des ressources réelles, pas seulement symboliques. » Madame Hélène et Monsieur Antoine échangèrent un regard. « C'est une belle idée, Philippe, mais Laura doit être impliquée. Cela ne peut pas être seulement votre projet. » Philippe acquiesça. « Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous lui parliez, que vous lui expliquiez pour son père, pour ce qu'il a fait pour nous, et que vous lui offriez la chance de diriger cette fondation. Si elle accepte, bien sûr. » Les grands-parents acceptèrent. Quelques jours plus tard, Madame Hélène rendit visite à Laura dans son appartement. Ce fut une longue conversation, émue. Madame Hélène raconta toute l'histoire, comment Robert Dubois avait sauvé la famille de Bellecour, comment il n'avait jamais rien réclamé, comment il avait été un homme d'une rare intégrité, et comment le mariage de Laura avec Philippe, bien qu'arrangé, était une tentative d'honorer cet homme. Laura écouta en silence, les larmes coulant. Elle n'avait jamais connu ces détails. Elle savait que son père était bon, généreux. Mais elle n'imaginait pas à quel point. Madame Hélène lui tint les mains. « Chérie, ton père mérite d'être rappelé. Et Philippe veut créer une fondation en son nom. Une fondation que tu dirigerais. Qui ferait la différence dans la vie de milliers de personnes ?» Laura secoua la tête, confuse. « Pourquoi Philippe ferait-il ça ?» Madame Hélène sourit, triste. « Parce qu'il a enfin compris. Il a compris la valeur de ce que ton père a fait, et la valeur de ce que tu fais. Et il veut faire quelque chose de juste, pour la première fois de sa vie. » Laura eut besoin de temps pour digérer. L'idée était magnifique. Une fondation au nom de son père, aider les architectes et les projets sociaux. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu faire. Mais cela signifiait reprendre contact avec Philippe. Et elle ne savait pas si elle était prête. Madame Hélène ne la pressa pas. Elle dit simplement « Réfléchis bien, ma chérie. Pas pour Philippe, pas pour nous, mais pour l'héritage de ton père et pour toutes les personnes qui pourraient être aidées. » 2 semaines plus tard, Laura prit sa décision. Elle accepterait, mais sous condition. Elle envoya un message à Philippe par l'intermédiaire de Madame Hélène. « J'accepte de diriger la fondation, mais vous ne pouvez pas être seulement un bailleur de fonds distant. Vous devez être impliqué. Vraiment. Vous devez comprendre le travail. Et pour cela, vous commencerez par le bas. Vous travaillerez sur les chantiers des projets que nous soutiendrons. Vous apprendrez la valeur de chaque brique. Ce n'est qu'ainsi que vous comprendrez ce que votre argent signifie réellement. » Quand Philippe reçut le message, il sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle lui donnait une chance, pas de réconciliation, mais de rédemption. Et il accepta sans hésiter. Ils convinrent d'un rendez-vous pour discuter des détails. C'était dans l'appartement de Laura, neutre, sans la pression du manoir ou du bureau. Quand Philippe entra, il fut surpris. L'espace était petit, mais plein de vie. Il y avait sa personnalité à chaque coin. C'était l'opposé complet de la maison où ils avaient vécu ensemble. Laura était sérieuse, professionnelle. « Asseyez-vous, Philippe. Parlons de la façon dont cela va fonctionner. » Philippe s'assit, attentif. Laura respira profondément. « La fondation s'appellera Institut Robert Dubois. Nous soutiendrons des projets d'architecture communautaire dans toute la France. Je sélectionnerai les projets, gérerai l'équipe, définirai les priorités. Vous fournirez les ressources et, comme je l'ai dit, vous travaillerez directement sur les chantiers. » Philippe acquiesça. « Je comprends. Et j'accepte. » Laura l'étudia. « Pourquoi faites-vous cela, Philippe ? » « Vraiment. » Philippe soutint son regard. « Parce que j'avais tort. Surtout, sur la façon dont je vous ai traité, sur la façon dont je voyais le monde, et parce que j'ai appris que votre père a sauvé ma famille quand personne d'autre ne croyait en eux. Et j'ai déshonoré sa mémoire en vous traitant de cette façon. Je veux réparer cela. Non pas pour vous reconquérir, car je sais que j'ai perdu ce droit, mais parce que c'est ce que je dois faire. » Laura sentit les mots la toucher, mais elle ne baissa pas sa garde. « Je vous demanderai des comptes, Philippe.
Je vous exigerai le maximum. Et si vous échouez, je partirai et j'emporterai la fondation avec moi. » Philippe acquiesça, juste. Ils passèrent des heures à discuter des détails, budget, structure, partenariat. Et pour la première fois depuis le mariage, ils parlèrent vraiment. Non pas comme mari et femme, mais comme deux personnes essayant de construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et quand Philippe partit cette nuit-là, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but qui ne venait pas d'une obligation familiale ou d'une pression sociale, mais d'un choix personnel. La fondation fut officiellement lancée 3 mois plus tard. Ce fut un événement simple mais significatif. Madame Béatrice, la mère de Laura, était là, émue de voir le nom de son mari honoré. Marcel et l'équipe de Racines Urbaines étaient également présents, soutenant Laura. Et Philippe, pour la première fois en public, n'était pas au centre de l'attention. Il était à ses côtés, observant Laura briller alors qu'elle présentait la mission de la fondation. Quand elle parla de son père, de sa bonté, de la façon dont l'architecture pouvait transformer des vies, Philippe ressentit de la fierté. Non pas une fierté de possession, mais une fierté authentique, d'être associé à quelque chose d'aussi beau. Et quand leurs regards se croisèrent brièvement pendant le discours, il y eut une reconnaissance. Pas d'amour, pas encore, mais de respect, de possibilité. D'un chemin qui, peut-être, pouvait être parcouru ensemble, non pas comme prisonniers d'un contrat, mais comme partenaires dans quelque chose de plus grand. Le premier jour de Philippe sur le chantier fut humiliant. Il arriva à 6 heures du matin dans un quartier de la banlieue de Paris, où la fondation soutenait la construction d'un centre communautaire. Il portait des vêtements simples, des bottes de travail et un casque jaune. Les ouvriers le regardèrent avec méfiance. Certains rirent discrètement. Le playboy est venu jouer aux manœuvres, mais le chef de chantier, M. Joachim, un homme de 60 ans aux mains calleuses et au regard ferme, ne toléra aucun manque de respect. Ici, tout le monde travaille pareil, peu importe d'où l'on vient. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Et vous ferez tout ce que je vous dirai. Compris ? Philippe hocha la tête, ravalant son orgueil. Compris. Monsieur Joachim lui donna la première tâche. Vous allez porter ces sacs de ciment. Ils pèsent 50 kilos chacun. Jean ai besoin de 20 là-haut. Philippe regarda la pile de sacs, puis l'escalier menant au 2e étage. Il respira profondément et commença. Les premières heures furent une torture. Ses muscles criaient, son dos brûlait. Ses mains, habituées uniquement au stylo et au clavier, commencèrent à former des ampoules. Mais Philippe ne se plaignit pas. Chaque sac était une pénitence. Chaque marche était un pas vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement, mais qu'il savait nécessaire. À midi, quand la sirène annonça le déjeuner, Philippe était épuisé. Il s'assit par terre avec les autres ouvriers. Il mangeait des repas simples, du riz, des haricots, un morceau de viande. Philippe avait apporté quelque chose de similaire à l'insistance de Laura. Pas de nourriture de restaurant cher. Mange ce qu'ils mangent. Vis ce qu'ils vivent. L'un des ouvriers, Jean-Charles, un jeune homme au sourire facile, engagea la conversation. « Première fois, hein ?» Philippe hocha la tête. « C'est bien différent de ce à quoi je suis habitué. » Jean-Charles rit. « C'est ça. Mais c'est honnête. À la fin de la journée, vous regardez et vous voyez ce que vous avez construit. Ça vaut plus que n'importe quelle réunion. » Philippe réfléchit à cela et réalisa que Jean-Charles avait raison. Les semaines passèrent. Philippe se rendait sur le chantier tous les matins. Il apprit à mélanger le béton, à poser des briques, à niveler les sols. Ses mains devinrent calleuses. Ses muscles s'adaptèrent. Et quelque chose en lui commença à changer. Il parlait aux ouvriers, écoutait leurs histoires, leurs luttes, leurs rêves. Et pour la première fois, il comprit que la richesse n'était pas ce qu'il avait toujours pensé. La richesse, c'était d'avoir un enfant en bonne santé, d'avoir du temps pour être avec sa famille, de construire quelque chose de ses propres mains. Laura visitait les chantiers régulièrement, toujours professionnelle, toujours concentrée sur le projet, mais elle remarquait les changements chez Philippe. Il était plus mince, plus fort. Son visage était brûlé par le soleil, ses mains blessées. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lumière qui n'était pas là avant. Un matin, elle arriva pour inspecter l'avancement des travaux
et trouva Philippe sur le toit, aidant à installer des tuiles. Il était concentré, suivant les instructions de M. Joachim. Et quand il eut terminé, il regarda son travail avec une satisfaction visible. M. Joachim s'approcha de Laura. « Votre mari se débrouille bien. Au début, j'ai cru qu'il allait abandonner. Mais il est têtu. » Laura sourit légèrement. Il l'a toujours été. M. Joachim se gratta la barbe. Mais maintenant, c'est une autre forme d'entêtement. Avant, c'était de l'orgueil. Maintenant, c'est de la détermination. Il y a une différence. Laura observa Philippe de loin et dut être d'accord. Il y avait quelque chose qui changeait en lui, quelque chose de profond. Un après-midi, l'imprévu se produisit. L'une des poutres de soutien commença à céder. Les ouvriers s'en aperçurent et crièrent « Tout le monde sort, vite !» Il y qu'eut une bousculade. Mais l'un des plus jeunes aides, Pierre, un garçon de 16 ans, était coincé. Sa jambe s'était prise. Philippe, qui était proche, ne réfléchit pas. Il courut vers Pierre, ignorant les cris. Il réussit à libérer la jambe du garçon et le poussa en sécurité. Mais en faisant cela, il perdit l'équilibre. La poutre céda. Philippe tomba d'une hauteur de 3 mètres, s'écrasant lourdement au sol. Le chaos s'installa. Laura, qui était de l'autre côté du chantier, entendit l'agitation et courut. Quand elle vit Philippe au sol, inconscient, elle sentit le monde s'arrêter. Son cœur s'emballe. Ses jambes fléchirent. « Philippe !» Elle cria, s'agenouillant à côté de lui. Les ouvriers avaient déjà appelé de l'aide. Mais ces minutes avant l'arrivée de l'ambulance furent les plus longues de la vie de Laura. Elle lui tenait la main, les larmes coulant sans contrôle. « S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît. » Et à ce moment-là, elle réalisa quelque chose qu'elle avait essayé de nier. Elle s'en souciait encore, profondément. À l'hôpital, Laura ne quitta pas son chevet. Les médecins dirent que ce n'était pas grave. Des contusions, une côte fêlée, une coupure au front qui nécessita des points de suture. Mais il avait eu de la chance. Cela aurait pu être bien pire. Quand Philippe se réveilla enfin, la première chose qu'il vit fut le visage de Laura. Elle était pâle, les yeux rouges. « Pierre. »« Comment va Pierre ?» furent ses premiers mots. Laura faillit rire, soulagée. « Il va bien. Grâce à vous. » Philippe ferma les yeux, soulagé. « Tant mieux. » Laura l'observa. « Vous avez été idiot. Vous auriez pu vous blesser gravement. » Philippe ouvrit les yeux, croisant les siens. « Je ne pouvais pas laisser le garçon là. » Laura sentit sa poitrine se serrer. « Je sais. » Il y eut un silence, lourd. Puis Laura murmura. « J'ai eu peur. » Philippe l'étudia. « De quoi ? De vous perdre. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. Et quand ils tombèrent entre eux, ils changèrent tout. Philippe tendit la main. Laura hésita, mais la prit. « Pardon. Pour tout. Pour avoir été qui j'étais. Pour vous avoir blessé. Pour avoir mis si longtemps à comprendre. » Laura serra sa main. « Vous changez. Je le vois. » Philippe acquiesça. « Parce que vous m'avez montré ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas le contrôle. C'est la connexion. C'est le but. C'est faire la différence. » Laura sentit les larmes revenir. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Philippe lui tira doucement la main, la faisant s'asseoir au bord du lit. « Je ne sais pas. Mais je ne veux plus vivre de mensonges. Je ne veux plus un mariage de façade. Je veux la vérité. Et si vous ne pouvez pas me pardonner, je comprends. Mais si vous pouvez me donner une chance, une vraie chance, je promets que je passerai le reste de ma vie à prouver que je la mérite. » Laura le regarda, cet homme qui avait été un étranger froid, mais qui semblait maintenant vraiment différent. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir si ce changement est réel. » Philippe acquiesça. « J'attendrai. Tout le temps qu'il faudra. » Les mois qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Philippe continua de travailler sur les chantiers avec encore plus de dévouement. La fondation grandissait. De nouveaux projets étaient approuvés. Des vies étaient transformées. Et Laura voyait, jour après jour, le changement en lui se solidifier. Ce n'était plus seulement des mots, c'étaient des actions, c'étaient des choix cohérents. Il cessa d'être l'exécutif distant et devint quelqu'un de présent, impliqué, authentique. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble. Pas encore comme mari et femme,
mais comme partenaires, amis. Ils parlèrent des projets, des défis, des victoires. Et peu à peu, la garde de Laura se relâcha. Elle riait de ses blagues, partageait ses frustrations, demandait son avis. Et Philippe, à son tour, apprit à écouter, à valider, à être présent sans essayer de contrôler. C'est lors de la remise du prix national d'architecture sociale que tout culmina. Laura avait été nominée pour son travail de revitalisation de la place de la République et d'autres projets communautaires. La cérémonie se déroulait à Paris, élégante, pleine de grands noms de l'architecture française. Laura était magnifique, vêtue d'une robe bleu marine simple mais élégante. Et quand son nom fut annoncé comme lauréate, l'émotion la submergea. Elle monta sur scène, reçut le trophée et se dirigea vers le micro. Je remercie cette reconnaissance. Mais cette réussite n'est pas seulement la mienne, elle est celle de chaque architecte qui croit que notre travail peut transformer des vies. Elle est celle de chaque ouvrier qui met sa sueur dans chaque brique. Elle est celle de chaque personne qui rêve d'espaces plus dignes et humains. Et elle est spécialement celle de mon père, Robert Dubois, qui m'a appris que construire n'est pas seulement ériger des murs, c'est construire l'espoir. Le public l'applaudit debout. Philippe était dans le public, à une place discrète au fond. Il ne voulait pas être sur scène, à ses côtés. Il ne voulait pas lui voler son moment. Mais quand il vit Laura là, brillante, reconnue pour son mérite, il ressentit un mélange accablant de fierté et de regret. Fierté pour elle, regret d'avoir presque détruit cela. Et quand elle descendit de scène, leurs regards se croisèrent. Elle sourit. Un petit sourire, mais authentique. Et il sut qu'il était sur la bonne voie. Cette nuit-là, après la cérémonie, ils marchaient ensemble sur les Champs-Élysées. La nuit était claire, les étoiles visibles. Laura tenait le trophée, encore sous le coup de l'émotion. « Merci d'être venu, » dit-elle, la voix douce. Philippe mit ses mains dans ses poches. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Vous méritez toute la reconnaissance du monde. » Laura s'arrêta, se tournant vers lui. « Vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Philippe sentit son cœur s'accélérer. « Quoi ?» Laura respira profondément. « Pendant ces mois, je vous ai observé. J'ai vu que vous changiez. Et au début, j'ai cru que ce n'était qu'une performance, mais ce n'est pas le cas. Vous vous êtes vraiment transformé, et je ne m'y attendais pas. » Philippe fit un pas en avant. « Moi non plus. Mais vous m'avez montré que la vie peut être plus. Elle peut être réelle. Elle peut être vraie. Et je ne veux plus vivre sans ça. Sans vous. » Laura sentit les larmes monter. « Je vous ai pardonné, Philippe. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Mais c'est arrivé. » Philippe lui tint le visage doucement. « Je ne le mérite pas. Mais je passerai chaque jour à prouver que je peux en être digne. » Laura sourit à travers ses larmes. « Vous l'êtes déjà. » Ils s'embrassèrent. Pas comme le jour du mariage, froid et mécanique. Mais pour de vrai, avec sentiment, avec promesse, avec futur. Quand ils revinrent à Paris, ils décidèrent de recommencer. Vraiment. Philippe vendit le manoir de Neuilly-sur-Seine. Ils achetèrent ensemble une maison plus petite, plus accueillante, à Montmartre, près de l'atelier de Laura. C'était simple, mais plein de personnalité. Il y avait une âme. Et ils commencèrent à construire un vrai foyer, avec des conversations sincères, avec des rires, avec des projets partagés, avec un amour authentique. Ce fut Madame Béatrice, la mère de Laura, qui donna finalement sa bénédiction. Lors d'une visite à la nouvelle maison, elle tira Philippe à part. « Ma fille mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas dominée par ce que vous avez été. » Philippe hocha la tête, sérieux. « Je sais, et je promets de l'aimer exactement comme elle est. Tous les jours. » Madame Béatrice étudia son visage. « Alors, je vois que c'est votre mission. Prenez bien soin de mon trésor. » Philippe promit. « De ma vie. » Des mois plus tard, Laura organisait de vieux documents quand elle trouva quelque chose. Une lettre, pliée, jaunie par le temps. C'était de son père. L'écriture connue, ferme. Elle l'ouvrit de main tremblante. « Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais je veux que tu saches que ma plus grande fierté a toujours été toi. Tu as un cœur immense, ne laisse pas le monde t'endurcir. Construis des choses que personne ne peut acheter ni détruire. Construis l'amour.
construis la bonté, construis l'espoir, et sois heureuse, toujours. Avec tout mon amour, papa. Laura pleura en lisant ces mots. Elle sentit la présence de son père là, la guidant, la bénissant, et quand elle montra la lettre à Philippe, il fut également ému. Nous construisons cela, Laura, ensemble, quelque chose que personne ne peut acheter ni détruire. Elle acquiesça, l'embrassant. Nous le faisons. Et c'est dans cette atmosphère de paix, de reconstruction, d'amour véritable que Laura commença à percevoir des changements dans son corps, des nausées matinales, une fatigue inhabituelle, un retard menstruel. Elle tenta d'ignorer cela pendant quelques jours, mais le doute grandissait, jusqu'à ce que, un samedi matin, elle décide de faire le test. Elle en acheta 3, juste pour être sûre. Et quand tous furent positifs, elle resta paralysée, enceinte. Elle était enceinte. Un enfant de Philippe, un enfant qui n'était pas planifié, mais qui, d'une certaine manière, avait tout son sens. Mais la peur la consuma. Et si Philippe changeait seulement par obligation? Et s'il était qui il était parce qu'il n'y avait pas de conséquences réelles? Un enfant changerait tout. Elle rangea les tests. Elle décida d'attendre. Elle devait être sûre que son changement était par amour, pas par devoir. Les semaines passèrent. Philippe restait le même, attentionné, présent, aimant. Il la réveillait avec le petit déjeuner, massait ses pieds quand elle rentrait fatiguée, écoutait ses histoires de travail avec un intérêt sincère. Et toutes les nuits, avant de dormir, il disait « Je t'aime, et je te remercie chaque jour de m'avoir donné cette chance. » Laura écoutait, le cœur partagé entre le bonheur et la peur. Elle voulait lui dire. Mais ce n'était pas encore le moment. C'est un soir ordinaire, après le dîner, que Philippe engagea la conversation. Laura était sur le canapé, lisant un livre sur l'architecture durable. Il s'assit à côté d'elle. « Puis-je vous raconter quelque chose ?» Elle posa le livre. « Bien sûr. » Philippe lui tint la main. « J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à notre avenir, et j'ai réalisé que vous m'avez donné tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Un but, un sens, l'amour véritable. Et je veux construire une vie entière à vos côtés. Non par obligation, mais par choix. » Laura sentit les larmes monter. Philippe continua. « Vous m'avez transformé. Vous m'avez montré qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse, qu'aimer n'est pas contrôler. Et que la plus grande richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans des moments comme celui-ci. » Il la fixa, les yeux brillants. « Je vous aime. Non pas la femme que j'ai épousée par convenance, mais vous, l'architecte passionné, la femme forte, la personne qui m'a donné envie d'être meilleure, et je passerai le reste de ma vie à le prouver. » Laura ne put plus se retenir. Les larmes coulèrent librement. Et c'est alors qu'elle sut. Il était prêt. Elle était prête. Ils étaient prêts. Elle se leva, alla dans la chambre, et revint avec les 3 tests de grossesse à la main. Philippe regarda, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» Laura les lui tendit, la voix tremblante. « Je suis enceinte. »« Nous sommes enceints. » Le silence fut assourdissant. Philippe regarda les tests, puis Laura, puis de nouveau les tests. Il assimilait. Et puis, quelque chose se produisit. Ses yeux se remplirent de larmes. Il commença à bégayer. « Vous êtes ? Nous allons ? C'est vrai ?» Laura acquiesça, riant et pleurant en même temps. « C'est vrai. » Philippe s'agenouilla devant elle, les mains tremblantes touchant son ventre encore plat. « Un enfant. Nous allons avoir un enfant. » Il pleura ouvertement, sans honte, sans retenue. Et Laura l'embrassa tous deux là sur le sol du salon, pleurant, riant, rêvant. Lorsque Philippe réussit enfin à parler, sa voix était rauque d'émotion. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?» Laura lui caressa les cheveux. « Parce que je devais savoir que vous aviez changé pour moi. Pas pour le bébé, pas par devoir, mais par amour. » Philippe leva le visage, les yeux rouges. « J'ai changé pour vous, pour nous, parce que vous m'avez montré qu'il existe une meilleure façon de vivre. Et maintenant, nous allons avoir un enfant. Et je jure, Laura, que je serai le père que mon enfant mérite. Je serai présent. J'aimerai. Je servirai. Je serai tout ce que mon père n'a pas été. Pour moi. » Laura sourit, le cœur débordant. « Je sais.
Et c'est pour ça que j'ai gardé les tests, parce que je voulais que vous sachiez que vous étiez déjà cet homme, avant même de savoir pour le bébé. Philippe la serra fort dans ses bras. Merci de m'avoir pardonné, de m'avoir donné cette chance, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Laura murmura à son oreille. Vous nous aimiez déjà tous les deux. Vous ne le saviez juste pas. Et là, dans cette simple pièce d'une maison de Montmartre, loin des manoirs et des empires, deux cœurs se rencontrèrent enfin. Non par obligation, non par convenance, mais par choix, par amour, par vérité. Philippe et Laura avaient commencé comme des étrangers pris dans un contrat, mais ils devenaient ce qu'ils auraient toujours dû être, des partenaires, des amoureux, une famille. Et tandis que Paris poursuivait sa danse chaotique dehors, à l'intérieur de cette maison, il y avait la paix, il y avait l'espoir, il y avait l'avenir. Car parfois, les plus grands amours naissent des cendres des plus grandes erreurs, et les plus belles histoires sont celles qui faillirent ne jamais arriver. La nouvelle de la grossesse changea tout, et, en même temps, ne changea rien. Philippe continuait de se lever tôt pour travailler sur les chantiers de la fondation. Laura continuait de diriger des projets d'architecture sociale avec la même passion. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Une tendresse, une protection mutuelle, un soin qui transcendait les mots. Ils ne construisaient pas seulement des projets et des fondations, ils construisaient une famille. Madame Béatrice fut la première à savoir officiellement. Laura l'invita à déjeuner dans la nouvelle maison, et quand elle servit le thé, elle posa devant sa mère une petite boîte avec un chausson de bébé à l'intérieur. Madame Béatrice l'ouvrit, regarda, et pendant quelques secondes ne comprit pas. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es » Laura acquiesça, souriante. « Oui, je vais être mère, et tu vas être grand-mère. » Madame Béatrice se leva si vite qu'elle faillit faire tomber sa chaise. « Ma fille, mon Dieu !» Elles s'embrassèrent, pleurant, riant, rêvant ensemble. Philippe était dans un coin du salon, observant la scène avec un sourire. Madame Béatrice l'appela. « Viens ici, gendre. » Philippe s'approcha un peu timide. Elle l'embrassa fort. « Merci d'avoir rendu ma fille heureuse, d'être devenu l'homme qu'elle méritait. » Philippe ravala son émotion. « Merci de m'avoir accepté, même après tout. » Madame Béatrice lui tint le visage. « Le passé est passé. Ce qui compte, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes un homme bon, un homme qui sera un père merveilleux. » Les semaines passèrent. Le ventre de Laura commença à s'arrondir, timidement au début, puis de manière plus évidente. Elle adorait ces changements. Elle passait ses mains sur son ventre, parlait au bébé, chantait doucement. Philippe était fasciné. Chaque soir, avant de dormir, il posait sa main sur son ventre et parlait à son enfant. « Salut, petit. » Ou petite. Nous ne savons pas encore, mais nous t'aimons déjà tellement. Nous t'attendons, et nous prendrons très bien soin de toi. Laura souriait, le cœur fondant. « Tu vas être un père incroyable. » Philippe l'embrassait sur le front. « Je vais essayer. Je ferai beaucoup d'erreurs, probablement, mais je serai présent. Toujours. » Laura savait qu'il parlait de son propre père, de l'absence qui avait marqué son enfance, et il était déterminé à faire différemment, à briser ce cycle, à élever un enfant avec amour, présence et vérité. La Fondation Robert Dubois prospérait. De nouveaux projets surgissaient chaque mois. Des maisons populaires étaient rénovées. Des places étaient revitalisées. Des écoles gagnaient de nouveaux espaces. Et chaque victoire était célébrée par toute l'équipe. Philippe était devenu non seulement le bailleur de fonds, mais partie intégrante de l'équipe. Les ouvriers l'appelaient par son prénom. Ils lui faisaient confiance. Ils le respectaient. Non pas pour son nom de famille ou son argent, mais pour sa sueur et son dévouement. Monsieur Joachim, le chef de chantier, était devenu un ami. Un jour, alors qu'ils déjeunaient ensemble sur le chantier, il engagea la conversation. « Vous savez, Philippe, quand vous êtes arrivé ici, j'ai cru que vous ne dureriez pas une semaine. » Philippe rit. « Moi aussi. » Monsieur Joachim devint sérieux. « Mais vous avez prouvé que j'avais tort. Non seulement vous avez duré, mais vous êtes devenu l'un des nôtres. Et c'est rare, très rare. » Philippe sentit sa poitrine se réchauffer. « Merci, monsieur Joachim. Cela signifie beaucoup. »
Mais tout n'était pas rose. La grossesse apporta des défis. Laura souffrait de nausées constantes les premiers mois. Il y avait des jours où elle pouvait à peine sortir du lit. Philippe annulait des rendez-vous pour rester à ses côtés. Il préparait des thés, des toasts, lui tenait les cheveux quand elle en avait besoin. Il ne se plaignait pas. Il ne s'irritait pas. Il était juste là, présent. Et quand Laura s'excusait d'être un fardeau, il l'interrompait. « Vous n'êtes jamais un fardeau. Vous créez une vie, notre vie. Et je serai là pour tout ce dont vous aurez besoin. » Au 5e mois, ils découvrirent le sexe du bébé. C'était une fille. Quand le médecin montra l'image à l'échographie et confirma, Laura pleura. Une fille. Nous allons avoir une fille. Philippe était muet, les yeux fixés sur la petite image à l'écran. Il voyait le minuscule cœur battre. Il voyait les petits doigts se former. Et il ressentit un amour si écrasant qu'il ne savait même pas qu'il en était capable. « Ma fille », murmura-t-il. « Notre fille. » Laura corrigea, souriant à travers ses larmes. Choisir le nom fut un véritable voyage. Il passait des heures à débattre des options. Philippe voulait quelque chose de fort mais délicat. Laura voulait quelque chose de significatif. Jusqu'à une nuit, en feuilletant un vieux livre de poèmes de son père, Laura trouva une annotation en marge. « Hélène. J'ai toujours aimé ce nom. Force et lumière. » Laura regarda Philippe. « Hélène. » Madame Hélène, sa grand-mère, avait été essentielle pour unir les deux. Famille. Et le nom signifiait lumière. C'était parfait. Philippe adora. Hélène Dubois de Bellecour. Il y a du poids. Il y a de l'histoire. Il y a de l'amour. Laura acquiesça. C'est son nom. Notre Hélène. À partir de ce moment, ils n'appelèrent plus le bébé petite. Ils l'appelèrent Hélène. Et ils lui parlaient tous les jours. Ils lui racontaient les projets qu'ils construisaient, les personnes qu'ils aidaient, le monde qu'ils voulaient lui laisser. Mais à mesure que la grossesse avançait, les peurs de Laura grandissaient aussi. Et si elle n'était pas une bonne mère? Et si elle ne savait pas s'en occuper? Et si elle se trompait? Philippe percevait son anxiété. Un matin, alors que Laura ne parvenait pas à dormir, il l'embrassa. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle soupira. La peur. De ne pas être suffisante. De ne pas savoir quoi faire. Philippe la fit le regarder. « Laura, vous êtes la femme la plus forte, la plus aimante, la plus incroyable que je connaisse. Vous serez une mère merveilleuse, et nous apprendrons ensemble. Personne ne naît en sachant tout. Mais avec l'amour, on trouve le chemin. » Laura se blottit contre lui. « Et si elle ne m'aimait pas ?» Philippe rit doucement. « Impossible. Elle vous aime déjà. Elle le sent chaque fois que vous lui parlez, chaque fois que vous lui chantez, chaque fois que vous posez votre main sur son ventre. Et elle vous aimera encore plus quand elle sera dans vos bras. » Laura sentit la paix revenir. « Merci d'être là, de me calmer. » Philippe embrassa le sommet de sa tête. Toujours. Pour toujours. Les préparatifs pour l'arrivée d'Hélène occupèrent les week-ends. Ils montèrent la chambre de bébé ensemble. Ils peignirent les murs d'un jaune doux. Ils montèrent le berceau en bois clair. Ils remplirent les étagères de livres pour enfants. Philippe insista pour mettre un mobile avec des étoiles et des lunes qui brillaient dans le noir, pour qu'elle se souvienne toujours que l'obscurité peut aussi être belle. Laura fut émue par le geste. « Vous me surprenez tous les jours. » Madame Hélène et Monsieur Antoine venaient régulièrement. Ils apportèrent des cadeaux, des conseils, des histoires. Madame Hélène tenait le ventre de Laura avec tendresse. « Cette petite va tout changer. Elle apportera encore plus de lumière à cette famille. » Monsieur Antoine, habituellement sérieux, avait une nouvelle lueur dans les yeux. « Ma petite fille, j'ai hâte de la rencontrer. » Philippe regarda ses grands-parents avec gratitude. « Merci, pour tout, d'avoir cru que ce mariage pouvait réussir. » Madame Hélène sourit. « Nous n'avons pas cru, mon cher. Nous avons espéré. Et vous avez fait en sorte que cela se réalise. » Marcel et l'équipe de Racines urbaines organisèrent une fête prénatale surprise pour Laura. C'était à l'atelier même, décoré de ballons, de banderoles et de beaucoup d'amour. Il y avait des plats simples, un gâteau fait maison, des rires sincères. Laura reçut des vêtements, des couches, des jouets, mais le cadeau le plus spécial vint de Marcel. C'était un tableau, une
Délicate aquarelle montrant une place revitalisée avec des enfants qui jouaient. Dans le coin, une dédicace, pour Hélène, qui grandira en voyant sa mère changer le monde. Une brique, une vie à la fois. Avec affection, oncle Marcel. Laura pleura tellement que Julie dut apporter un rouleau entier de papier absorbant. Vous êtes ma famille, vous tous. Marcel l'embrassa, et vous êtes la nôtre. Et maintenant Hélène aussi. Nous lui enseignerons l'architecture dès son plus jeune âge. Philippe, qui était à côté, tendit la main à Marcel. Merci d'avoir pris soin d'elle quand je n'ai pas su le faire, d'être l'ami dont elle avait besoin. Marcel lui serra la main, le vieux ressentiment enfin dissous. Vous faites ce qu'il faut maintenant, c'est ce qui compte. Alors que la fin de la grossesse approchait, Philippe devint presque paranoïaque. Il vérifiait que la voiture avait le plein d'essence, que le sac de maternité était prêt, que les documents étaient organisés. Laura trouvait cela à la fois amusant et touchant. « Mon amour, je ne suis qu'au 7e mois. Nous avons le temps. » Philippe secouait la tête. « Je veux être préparé. Je ne veux pas que quoi que ce soit se passe mal. » Laura lui tenait le visage. « Rien ne se passera mal. Nous sommes ensemble. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. » Mais la vie, comme toujours, réservait ses surprises. Au 8e mois, lors d'une inspection de routine sur l'un des chantiers, Laura commença à ressentir des contractions. Elles étaient espacées, mais douloureuses. Julie, qui était avec elle, paniqua. « Laura, il faut aller à l'hôpital. » Laura essaya de garder son calme. « Non, ce ne sont que des contractions d'entraînement. C'est normal. » Mais quand la douleur s'intensifia, elle sut que ce n'était pas normal. Julie appela Philippe immédiatement. Philippe était en réunion, au bureau de la fondation quand le téléphone sonna. Il vit le nom de Julie et répondit aussitôt. « Allô ? Philippe, c'est Laura. Elle a des contractions. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. » Le monde de Philippe s'arrêta. « J'arrive. »« Quel hôpital ?» Julie l'informa. Philippe n'attendit pas l'ascenseur. Il descendit les escaliers en courant, prit sa voiture et conduisit comme jamais il n'avait conduit. Son cœur battait la chamade. « S'il vous plaît, qu'elles aillent bien. S'il vous plaît. » À l'hôpital, il trouva Laura aux urgences, en train d'être examinée par les médecins. Elle était pâle, mais consciente. Philippe, lui, tint la main. « Je suis là. Je suis là. » Laura la serra en retour. « Hélène va bien ?» Le médecin, un homme d'âge moyen à l'expression tranquille, répondit. « Le bébé va bien, mais les contractions sont réelles. Nous allons surveiller. Si elles continuent ou s'intensifient, il faudra peut-être déclencher l'accouchement plus tôt que prévu. C'est tôt, mais ce n'est pas critique. Le 8e mois est viable. » Les heures suivantes furent tendues. Philippe ne quitta pas le chevet de Laura. Il lui tenait la main à chaque contraction. Il essuyait la sueur de son front. Il lui murmurait des mots d'encouragement. « Tu es forte, la plus forte que je connaisse. Et notre Hélène aussi, vous irez toutes les deux bien. » Laura, entre les vagues de douleur, le regardait. Sa présence était une ancre. Son amour était une force. « Ne lâche pas ma main, » demanda-t-elle. « Jamais, » promit-il. Madame Béatrice arriva à l'hôpital vers 6 heures du matin. Julie l'avait appelée dès qu'elle avait su. Elle entra dans la salle, vit sa fille transpirante, fatiguée mais forte, et sentit son cœur se serrer. « Ma petite, mon amour, tu te débrouilles si bien. » Laura sourit faiblement. « Maman, comme c'est bon que tu sois là. » Madame Béatrice embrassa le front de sa fille. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Elle regarda Philippe, qui était à côté de Laura, clairement épuisé, mais absolument présent. « Et vous, gendre, vous êtes le compagnon dont elle a besoin. » La fierté brilla dans les yeux de Philippe. « J'essaie. » Madame Hélène et Monsieur Antoine arrivèrent peu après, apportant café et mots d'encouragement. La salle d'attente se remplissait. Marcel, Julie, Théo, Madame Marthe. Tous voulaient être là pour le grand moment, pour soutenir, pour célébrer. C'était une famille qui allait au-delà du sang. C'était une famille construite avec des choix, avec amour, avec présence. Et tous attendaient avec impatience l'arrivée de la petite Hélène. À 11 heures du matin, Docteur Henri revint pour évaluer. Dilatation complète. C'est l'heure. Allons à la salle d'accouchement. Laura sentit la peur et l'émotion se mêler. Philippe était pâle. « Puis-je venir avec vous ?» Le médecin acquiesça. «
Bien sûr. Mettez ça. Il lui tendit une tenue chirurgicale. Philippe l'enfila rapidement, les mains tremblantes. Laura fut emmenée en salle d'accouchement, Philippe à ses côtés, lui tenant la main comme si sa vie en dépendait. La salle était claire, remplie d'équipements, de professionnels préparés. Mais pour Laura et Philippe, il n'y avait que deux, et la fille qui était sur le point d'arriver. Docteur Henry se positionna. Laura, à la prochaine contraction, vous allez pousser, d'accord? Laura acquiesça, déterminée. La contraction vint. Elle poussa. Une fois, deux, trois. La douleur était intense, mais il y avait un but plus grand. Philippe était à ses côtés, murmurant. Vous y arrivez. Elle arrive. Notre Hélène arrive. Continuez. Les minutes se transformèrent en une éternité. Chaque contraction était une bataille. Chaque effort était un pas. Laura était épuisée, la sueur coulant, le corps tremblant. Mais elle n'abandonnait pas. Elle pensait à sa fille, à la famille qu'elle avait construite avec Philippe, à tout ce pourquoi ils s'étaient battus, et cela lui donnait de la force. Encore un effort, Laura. Vous pouvez le faire. Docteur Henry l'encouragea, et puis, après ce qui sembla une vie entière, mais ne fut que 40 minutes, un cri remplit la salle. « C'est une fille !» annonça Docteur Henry, soulevant un petit être humain couvert de vernix, les poumons puissants, annonçant son arrivée au monde. Philippe était muet, paralysé, les larmes coulant librement. Laura était haletante, mais ses yeux cherchèrent immédiatement sa fille. « Laisse-moi voir, s'il te plaît. » L'équipe nettoya rapidement le bébé et le posa sur la poitrine de Laura. Et quand mère et fille se regardèrent pour la première fois, le monde s'arrêta. « Bonjour, Hélène », murmura Laura, la voix brisée par l'émotion. « Je suis ta mère, et je t'aime tellement, tellement. » Le bébé, toujours en pleurs, sembla se calmer en entendant cette voix familière. Philippe s'approcha, les mains tremblantes touchant la délicate petite tête de sa fille. « Bonjour, petite, je suis ton père. Bienvenue. » Hélène ouvrit ses petits yeux, encore troubles, mais essayant de se concentrer sur les visages autour d'elle. Et, à ce moment-là, Philippe comprit. Il comprit la signification de l'amour inconditionnel, d'un but absolu, d'être prêt à donner sa vie pour quelqu'un. L'équipe dut emmener Hélène pour les premiers soins, la mesurer, la peser, l'évaluer. Philippe l'accompagna, ne quittant jamais sa fille des yeux. Elle pesait 3 kilos 200 grammes. 50 centimètres. Parfaite à tous égards. Quand ils la ramenèrent, déjà propre et emmaillotée dans une couverture rose, Philippe la tint pour la première fois. Elle était si petite, si fragile, si parfaite. Il la rapprocha de son visage, inhalant cette odeur unique de nouveau-né. « Je promets d'être présent. Je promets de t'aimer tous les jours. Je promets d'être le père que tu mérites. Et jamais, jamais je ne te laisserai te sentir seule. » Laura observait depuis le lit, le cœur débordant. Cet homme, qui avait été froid et distant, tenait maintenant sa fille avec tant de tendresse, tant de dévotion, qu'il était impossible de ne pas être ému. Philippe ramena Hélène à Laura. Elle veut sa maman. Laura reçut sa fille, et les trois restèrent là, unis, une vraie famille. Philippe embrassa le front de Laura. « Merci, pour elle, pour nous, pour tout. » Laura sourit, épuisée mais rayonnante. « C'est nous qui vous remercions, de vous être permis de changer, d'avoir choisi l'amour. » Dans la salle d'attente, quand l'infirmière annonça que le bébé était né et que tout allait bien, il y eut une célébration. Madame Béatrice pleura. Madame Hélène et Monsieur Antoine s'embrassèrent. Marcel leva le poing en signe de célébration. Et quand ils furent enfin autorisés à visiter, ils entrèrent dans la chambre avec révérence. Hélène dormait tranquillement dans les bras de Laura. Philippe était assis à côté du lit, la main dans celle de Laura, les yeux fixés sur sa fille. Madame Béatrice s'approcha, les larmes coulant. « Puis-je la prendre ?» Laura acquiesça. « Bien sûr, grand-mère. » Madame Béatrice tint sa petite fille avec une délicatesse infinie. « Elle est parfaite, exactement comme toi à la naissance, et elle a les yeux de Philippe. » Monsieur Antoine s'approcha aussi, la voix étranglée. « Notre petite fille, la continuation de la famille, la preuve que l'amour triomphe toujours. » Madame Hélène se contenta d'observer, un sourire serein sur le visage. «
Vous avez fait ça. Vous avez construit quelque chose de magnifique. Et Robert serait si fier. » Quand tous furent finalement partis pour laisser de l'espace à la nouvelle famille, Laura, Philippe et Hélène restèrent seuls. La nuit tombait sur Paris, et dans la petite chambre d'hôpital, il y avait la paix. Philippe s'allongea sur le lit d'hôpital à côté de Laura, tous deux observant Hélène dormir dans le berceau transparent à côté. « Elle est réelle, » murmura Philippe, encore sous le coup de l'émotion. « Notre fille est réelle. » Laura lui prit la main, et c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait nous faire. Ils restèrent silencieux un instant, absorbant simplement le moment. Puis Philippe parla. « Vous savez, je pense à qui j'étais il y a 1 an. L'homme froid, contrôleur, perdu. Et je ne reconnais pas cette personne. » Laura tourna la tête pour le regarder. « Parce que vous n'êtes plus lui. Vous vous êtes permis de changer. Et c'est la chose la plus courageuse que quelqu'un puisse faire. » Philippe sourit, triste. « J'ai presque tout perdu en étant têtu, en ayant peur de ressentir. » Laura lui serra la main. « Mais vous n'avez pas perdu. Vous êtes là. Et nous sommes une famille. » Hélène commença à bouger, faisant ces petits bruits que font les bébés. Laura la prit, l'approchant pour l'allaiter. Philippe observait, fasciné. « Vous deux êtes mon monde entier. Tout ce dont j'ai toujours eu besoin était là, et j'étais trop aveugle pour le voir. » Laura sourit. « Mais maintenant vous voyez, et c'est ce qui compte. Nous avons construit quelque chose que personne ne peut acheter ni détruire. Exactement comme mon père l'avait écrit. » Philippe se souvint de la lettre, de la sagesse de Robert Dubois, de l'héritage qu'il avait laissé, et il comprit que la fondation, les projets, tout cela était important. Mais leur plus grande construction était là, dans cette fille, dans cet amour, dans cette famille qu'ils avaient choisi d'être, non par obligation, mais par amour véritable. Je lui raconterai tout quand elle grandira. Sur nous, sur comment nous avons failli gâcher notre chance, mais comment l'amour nous a sauvés. Laura acquiesça. Et nous lui apprendrons que les gens peuvent changer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. Les jours à l'hôpital passèrent vite. Hélène était un bébé tranquille mais attentif. Elle tétait bien, dormait bien, pleurait seulement quand elle en avait besoin. Et Philippe était complètement amoureux. Il changeait les couches sans se plaindre. Il berçait sa fille les nuits. Il chantait des chansons fausses qui faisaient rire Laura. « Tu chantes faux », disait-elle. Philippe riait. Hélène s'en fiche. Elle m'aime quand même, et c'était vrai. La petite se calmait en entendant la voix de son père. Elle reconnaissait son odeur, son toucher. Quand ils rentrèrent enfin à la maison, la réalité s'installa. Des nuits courtes, des vêtements toujours sales, une fatigue constante, mais aussi des rires, des découvertes, un amour multiplié. Philippe réduisit drastiquement ses engagements professionnels les premiers mois. Il voulait être présent. Il ne voulait manquer aucun moment. Chaque sourire, chaque nouveau son, chaque mouvement était un miracle qu'il ne voulait pas rater. Laura reprit progressivement le travail après 3 mois, mais à un rythme réduit. Marcel fut compréhensif, assouplissant les horaires, et Philippe prit en charge une partie des soins d'Hélène. Il l'emmenait parfois au bureau de la fondation. Les ouvriers adoraient la petite. Ils faisaient la queue pour la prendre dans leurs bras. Monsieur Joachim disait qu'elle était la mascotte officielle du chantier. Elle grandira en connaissant la valeur du travail honnête. Philippe répondait, fier. Les mois se transformèrent en 1 année. Hélène grandit en bonne santé, curieuse, pleine de personnalité. Quand elle fit ses premiers pas, ce fut vers son père, qui était agenouillé, les bras ouverts. « Viens, Hélène, viens avec papa. » Et quand elle arriva enfin, chancelante mais déterminée, Philippe la souleva en l'air, riant et pleurant en même temps. « Tu as réussi, ma championne. » Laura filmait tout, le cœur débordant. Pour le premier anniversaire d'Hélène, ils organisèrent une fête simple à la maison. Seulement la famille et les amis proches. Décoration modeste, gâteau fait maison, beaucoup de rires. Hélène, dans sa petite robe rose et son petit diadème, était enchantée par tout. Quand vint le moment de chanter « Joyeux anniversaire », tous se rassemblèrent. Joyeux anniversaire en ce jour cher. Philippe tenait Hélène dans ses bras, Laura à ses côtés. Beaucoup de bonheur, de nombreuses années de vie. Et quand ils eurent terminé, Philippe murmura à l'oreille de sa fille
Merci de nous avoir choisis, petite. » Plus tard, quand tout le monde était parti et qu'Hélène dormait profondément dans son berceau, Philippe et Laura restèrent même sur le balcon, observant les étoiles. « Ce fut une année incroyable, » dit Laura, la tête posée sur son épaule. « La meilleure de ma vie. » Philippe acquiesça. Qui l'aurait cru, hein? Qu'un mariage arrangé se transformerait en cela. Laura sourit. Je crois que c'était le destin. D'une manière tordue, mais c'était ça. Philippe la serra plus fort. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné une chance de changer. Laura l'embrassa doucement. Merci à toi, d'avoir eu le courage de changer, d'avoir choisi l'amour au lieu de l'orgueil. Ils restèrent là, enlacés dans un silence confortable. Paris brillait au loin, indifférente aux petits drames humains. Mais dans cette maison, à ce moment-là, il y avait quelque chose de rare. Il y avait la paix. Il y avait l'amour. Il y avait une famille qui, contre toute attente, avait trouvé son chemin. Philippe pensa à son père, Auguste, qui se rétablissait encore lentement. Il pensa à ses grands-parents, qui virent leur plan réussir d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Il pensa à Robert Dubois, qu'il n'avait jamais connu, mais qui avait changé sa vie par sa bonté. Et il pensa à Hélène, la petite qui ne savait pas encore, mais qui avait déjà tout transformé. Elle dormait tranquille, entourée d'amour, grandissant dans un vrai foyer. Et Philippe savait qu'il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'elle n'en doute jamais, qu'elle sache toujours qu'elle était aimée, qu'elle avait de la valeur, qu'elle pouvait rêver. Laura leva les yeux au ciel, comme si elle pouvait parler à son père. « Nous y sommes arrivés, papa. Nous avons construit quelque chose que personne ne peut acheter ni détruire. Une famille, un amour véritable. » Philippe suivit son regard. Il est fier. J'en suis sûr. Laura sourit. Je le pense aussi. Et en regardant en arrière, elle réalisa que tout avait eu un sens. Les difficultés, les erreurs, les réconciliations. Tout l'avait mené là, jusqu'à ce moment de plénitude. Et tandis que la nuit embrassait Paris, Philippe, Laura et Hélène dormaient en paix. Trois cœurs qui se rencontrèrent de manière improbable, mais qui battaient, maintenant au même rythme. Le rythme de l'amour, le rythme de la famille, le rythme de la vraie vie. Et quelque part, entre le passé et le futur, entre les erreurs et les réussites, entre la peur et le courage, il y avait une certitude. Ils avaient construit quelque chose d'éternel, non pas avec des contrats ou des obligations, mais avec des choix quotidiens, avec de la présence, avec un amour inconditionnel. Et cette construction, différente des bâtiments et des places, ne s'effondrerait jamais, parce qu'elle était fondée sur ce qu'il y a de plus fort chez l'être humain. La capacité de changer, la capacité de pardonner, et la capacité d'aimer malgré tout. Philippe et Laura avaient éprouvé que les secondes chances existent, que les gens peuvent se transformer, et que l'amour véritable, celui qui naît du choix et non de l'imposition, est capable de guérir, de reconstruire et de créer des miracles. Et Hélène, leur petite Hélène, en était la plus grande preuve. Le miracle né d'un contrat qui s'est transformé en amour, d'un accord qui s'est transformé en famille, de deux âmes qui faillirent se perdre, mais qui se trouvèrent enfin, pour toujours.